Avant de parler de Maman j'ai raté l'avion, il est essentiel de revenir sur la carrière de John Hughes, scénariste et réalisateur incontournable qui a débuté dans la publicité avant de découvrir sa véritable vocation. Dans les années 70, il s'est d'abord fait remarquer en rédigeant des articles humoristiques pour un magazine satirique populaire, ce qui lui a rapidement ouvert les portes de l'industrie du cinéma. Son premier grand succès en tant que scénariste et réalisateur survient en 1984 avec 16 bougies pour Sam, une comédie sur l'adolescence qui rencontre à la fois un succès critique et commercial. En 1985, il réalise The Breakfast Club, un film devenu culte qui explore les stéréotypes sociaux à travers l'histoire de 5 lycéens contraints de passer une journée de retenue ensemble. Le film est souvent salué comme l'une des représentations les plus authentiques de l'adolescence à l'écran. Hughes poursuit sur cette lancée avec Une créature de rêve et La folle journée de Ferris Bueller. Deux autres succès qui consolident sa réputation de maître des comédies adolescentes où il parvient à mêler humour décalé et émotion sincère. À la fin des années 80, le metteur en scène rencontre un jeune acteur prometteur, Macaulay Culkin, sur le tournage de l'Oncle Buck. Où t'habites? Chicago. T'as une maison? Un appartement. Acheté ou loué? Loué. T'es le frère de mon père. Je suis le frère de ton père, ouais. Le jeune homme se distingue immédiatement par son talent naturel. Le réalisateur se dit alors que ça serait génial qu'il obtienne le premier rôle d'un long métrage. C'est alors qu'une idée lui traverse l'esprit alors qu'il s'apprête à partir en vacances. Alors que je préparais mes vacances, je faisais une liste de tout ce que je ne voulais pas oublier. À un moment, je me suis dit, je ferais bien de ne pas oublier mes enfants. Puis une question m'a traversé l'esprit. Et si je laissais mon fils de 10 ans à la maison, que ferait-il? Cette simple réflexion se transforme rapidement en une série de notes qui formeront la base du scénario de Maman j'ai raté l'avion. S'inspirant de la peur enfantine des cambrioleurs, il termine le scénario en seulement 9 jours. Intitulé Home Alone, le scénario raconte l'histoire de Kevin McAllister, un garçon de 8 ans qui se retrouve accidentellement seul à la maison pendant les fêtes de Noël alors que sa famille part en voyage à Paris. Kevin! Ce qui commence comme une aventure excitante et amusante pour Kevin se transforme rapidement en cauchemar lorsqu'il doit défendre sa maison contre 2 cambrioleurs. Hello. A l'origine, le film devait être financé et distribué par la Warner. Hughes avait promis qu'il pourrait produire le film pour moins de 10 millions de dollars, un budget bien inférieur à celui des productions hollywoodiennes typiques de l'époque. Cependant, craignant que les coûts ne dépassent cette somme et anticipant que les dirigeants de la Warner ne seraient pas enclins à augmenter le budget, il prit contact en secret avec la 20th Century Fox avant même le début de la production. Il voulait s'assurer que la Fox serait prête à financer le projet si la Warner décidait de l'abandonner. Et c'est exactement ce qui se produisit. Selon l'un des producteurs exécutifs, une copie du scénario fut remise discrètement à la Fox, contournant ainsi certaines restrictions légales qui auraient normalement empêché le studio de s'impliquer avant que la production ne commence officiellement. Ne souhaitant pas réaliser le long métrage lui-même cette fois-ci, Hughes propose le poste de metteur en scène à Patrick Ray Johnson. Mais ce dernier étant déjà engagé sur un autre projet, il se tourne alors vers Chris Columbus, qui avait notamment scénarisé Gremlins et Les Goonies. Columbus venait tout juste de quitter le tournage du sapin à les boules en raison d'un conflit personnel avec l'acteur principal Chevy Chase. Selon lui, l'acteur l'aurait traité comme de la merde. Pour passer très vite à un autre projet, John Hughes lui soumet alors 2 scénarios, celui de Maman j'ai raté l'avion et celui de Rich the Rock. Trouvant le premier à la fois drôle et imprégné d'une ambiance de Noël qu'il appréciait particulièrement, Columbus choisit Maman j'ai raté l'avion. Bien que non crédité, il a apporté quelques modifications au scénario, notamment en ajoutant le personnage du vieil homme. Cette inclusion visait à donner plus de profondeur à l'histoire en y intégrant une dimension plus sérieuse et une fin plus optimiste. Hughes a suggéré de confier le rôle de Kevin à Macaulay Culkin en raison de leur expérience commune sur le tournage de l'Oncle Buck sorti en 1989. Cependant, Columbus tenait à auditionner d'autres jeunes acteurs, estimant que c'était sa responsabilité de réalisateur. Il a ainsi auditionné environ 200 jeunes talents avant de rencontrer Culkin. Après l'avoir revu plusieurs fois, le metteur en scène a confirmé que l'enfant était le choix idéal. Macaulay Culkin a commencé sa carrière très jeune, apparaissant dans des publicités, des rôles mineurs au cinéma et des pièces de théâtre. Il fait ses débuts au cinéma dans Le Rocher de Gibraltar en 1988, mais c'est avec l'Oncle Buck qu'il commence véritablement à attirer l'attention du grand public. Son petit frère Kira Culkin a également été engagé pour jouer le rôle du cousin de Kevin. Fuller, arrête de boire autant de Pepsi. Pour le rôle d'Harry, l'un des cambrioleurs, après les refus de Robert De Niro et Jon Lovitz, Joe Pesci accepte l'offre. Le comédien avait déjà une carrière impressionnante à ce moment-là.
Ayant débuté comme musicien avant de se tourner vers la comédie, il a commencé à se faire remarquer dans les années 70 avec des rôles dans des films indépendants. Sa percée est survenue lorsqu'il a été choisi par Martin Scorsese pour jouer aux côtés de Robert De Niro dans Raging Bull en 1980. Il est également reconnu pour ses rôles dans les films tels que Il était une fois en Amérique et L'Arme fatale 2. On vous encule à l'hôpital. D'abord on vous drogue et ensuite on vous encule. Daniel Stern a ensuite été choisi pour interpréter Marvin, le deuxième voleur. Néanmoins, juste avant le début du tournage, il a appris que le calendrier de production serait prolongé de 6 à 8 semaines. Ne souhaitant pas travailler sans une compensation supplémentaire, il a décidé de quitter le projet. Donc, Daniel Roebuck a été engagé pour le remplacer, mais après 2 jours de tournage, Columbus a bien vu que le duo ne fonctionnait pas aussi bien. Il a donc réengagé Stern. Catherine O'Hara, quant à elle, a été choisie pour incarner la mère de Kevin. Actrice canadienne, elle a débuté sa carrière à la fin des années 70 dans la comédie. Elle a été membre de la célèbre troupe d'improvisation Second City à Toronto, où elle s'est fait remarquer pour son talent comique. Elle a ensuite rejoint l'émission Second City Television, un programme humoristique culte qui l'a propulsée sous les projecteurs. Avant Home Alone, elle avait déjà été saluée pour son rôle dans le film de Tim Burton, Beetlejuice, en 1988. Le premier défi pour l'équipe de production était de trouver la maison des McAllister, l'un des lieux emblématiques du film. Après de nombreuses recherches, c'est finalement une maison de 3 étages située au 671 Lincoln Avenue à Winnetka, dans l'Illinois, qui a été choisie pour les scènes extérieures. Cette grande maison typiquement américaine correspondait parfaitement à l'image de la maison familiale que les cinéastes avaient en tête. Mais seuls certains intérieurs de la maison ont été réellement utilisés pour le tournage, notamment l'escalier, le sous-sol, le grenier et le palier du premier étage. Les autres pièces, comme le salon, la cuisine ou les chambres, ont été recréées sur un plateau de tournage pour des raisons pratiques. En fait, la maison réelle n'était pas assez spacieuse pour accueillir toute l'équipe technique. Ces décors ont été construits dans un ancien gymnase désaffecté d'un lycée local. Avec toutes ces constructions, les coûts de production ont rapidement grimpé, atteignant 14,7 millions de dollars. Bien au-delà du budget initial prévu. Heureusement, la Fox, confiante dans le projet, a accepté d'augmenter le budget à 18 millions de dollars. Le tournage s'est déroulé du 14 février au 8 mai 1990, soit sur une période de 83 jours. Bien que le film se déroule pendant les fêtes de Noël, plusieurs scènes extérieures ont dû être tournées avec de la fausse neige. Pour recréer une ambiance hivernale réaliste, l'équipe a utilisé des flocons de pommes de terre. Malheureusement, l'utilisation de cet aliment présentait un inconvénient. Au bout de quelques jours, la fausse neige vire au jaune pipi et pire encore, ça commençait à pourrir. Selon certains membres, l'odeur était infecte. Joe Pesci s'est montré aussi plutôt difficile sur le tournage. Non seulement il critiquait sans cesse ses répliques et n'aimait pas qu'un enfant soit la star du film, mais il a également avoué qu'il ne croyait pas du tout au projet, au point qu'il a décidé d'exagérer son jeu dans toutes ses scènes. De plus, il n'appréciait guère les appels matinaux de l'équipe qui interrompaient ses parties de golf. Mécontent, il aurait attrapé le directeur adjoint par le col pour se plaindre, ce qui a conduit à un ajustement de ses horaires, les décalant de 7 à 9h du matin pour s'adapter à ses préférences. Un autre problème sur le plateau concernait l'utilisation fréquente de jurons par Pesci et Stern alors que Macaulay Culkin était souvent présent lors de ces scènes. Les deux acteurs ont fait de leur mieux pour contrôler leur langage, mais 2 gros mots ont échappé à leur vigilance et sont restés dans le film. Pour les autres moments où il ne pouvait vraiment pas dire d'insultes, Pesci a préféré baragouiner n'importe quoi. De plus, Joe a expliqué qu'il avait volontairement limité ses interactions avec le jeune comédien. Heureusement, j'ai eu la chance de travailler avec des cascadeurs professionnels pour les scènes les plus difficiles. C'était un changement de rythme agréable de participer à ce type particulier de comédie. Les films Maman j'ai raté l'avion impliquaient une comédie plus physique, donc un peu plus exigeante. Je me souviens de Macaulay Culkin comme d'un enfant vraiment adorable, et même à son jeune âge, très professionnel. J'ai intentionnellement limité mes interactions avec lui pour préserver la dynamique entre son personnage Kevin et le mien Harry. En raison des lois encadrant le travail des enfants, l'acteur principal ne pouvait pas tourner après 22h, ce qui compliquait le tournage des nombreuses scènes nocturnes. Cela exigeait une organisation rigoureuse en permanence. Les cascades, éléments clés du succès comique du film, ont également créé des tensions sur le tournage. Bien que ces séquences soient hilarantes pour le public, elles étaient loin d'être amusantes pour l'équipe et les cascadeurs. Columbus a même déclaré « Chaque fois que les cascadeurs réalisaient une de ces scènes, ce n'était pas amusant. Je priais simplement pour qu'ils restent en sécurité. » En effet, les cascades avaient initialement été préparées avec l'utilisation de harnais de sécurité, mais en raison de leur visibilité à l'écran, les scènes finales ont dû être réalisées sans ces dispositifs.
L'une des anecdotes les plus mémorables s'est produite lors d'une répétition de la scène où Harry tente de mordre le doigt de Kevin. L'acteur en pleine action a accidentellement mordu le jeune garçon, ce qui a laissé une petite cicatrice permanente sur le doigt de l'enfant. Une autre scène emblématique est celle où une tarentule vivante marche sur le visage d'un des voleurs. I got him! Harry, help me get up! Contrairement à ce que certains pourraient penser, cette tarentule était bien réelle et l'acteur a dû rester très calme pour éviter de l'effrayer. Son cri terrifié a été ajouté en post-production pour maintenir la sécurité de l'animal. Ironiquement, l'une des scènes les plus difficiles à tourner n'impliquait pas de cascade, mais se déroulait à l'aéroport où la famille McAllister tente désespérément de ne pas manquer leur vol. Bien que cette scène soit relativement brève à l'écran, elle a nécessité plusieurs jours de tournage en raison de la complexité de la chorégraphie qui impliquait des centaines de figurants. Chaque personne devait courir à pleine vitesse à travers le terminal sans que personne ne se blesse, ce qui représentait un véritable défi logistique pour l'équipe de production. Il y avait des milliers de figurants, tous soigneusement chorégraphiés pour assurer la sécurité de chacun, en courant à toute vitesse dans le terminal d'American Airlines. Nous courions à plein régime. Parfois, nous nous percutions comme dans un carambolage sur l'autoroute et nous éclations de rire. Il y a eu tellement de moments où les catastrophes ont été évitées de justesse, mais à ma connaissance, personne n'a été blessé. Le film fictif qui parodie le film policier Angels with Doxy Faces sorti en 1938 a été tourné en une seule journée lors du dernier jour test avant le début officiel du tournage de Maman j'ai raté l'avion. Pour créer l'illusion qu'il s'agissait d'un authentique film de gangster des années 40, la scène a été filmée en noir et blanc et sur pellicule négative, une technique utilisée pour renforcer l'aspect vieilli du film. Le bureau du personnage, visible dans la séquence, a été soigneusement décoré avec des accessoires typiques de l'époque pour renforcer l'authenticité du décor. Pour Catherine O'Hara, une des scènes les plus difficiles à jouer se situe au début du film. Elle a confié avoir été particulièrement marquée par une réplique qu'elle devait prononcer à l'encontre de Kevin. Dans la scène où je devais le traîner à l'étage pour qu'il dorme dans le grenier parce qu'il s'était mal comporté, il parle de la famille et je lui dis Tu serais bien ennuyé si tu te levais demain matin et que tu découvrais que tu n'as plus de famille. Et il répond « Non, je ne le saurais pas ». Je devais alors dire « Alors redis-le, peut-être que ça arrivera ». Je ne peux pas vous dire à quel point cela m'a bouleversée. L'idée de dire quelque chose d'aussi horrible à cet enfant adorable m'était insupportable. Concernant la musique, Bruce Broughton devait être engagé, mais il a dû se retirer du projet en raison d'un conflit d'emploi du temps. Dans l'urgence, l'équipe de production a décidé d'envoyer une copie du film à John Williams, espérant qu'il accepterait de prendre la relève. À leur grande surprise, Williams a non seulement accepté, mais il a été profondément touché par le film et inspiré par l'histoire touchante et l'aspect familial. Le compositeur a largement contribué au succès de l'œuvre en insufflant un véritable sentiment de magie et d'émotion tout en accompagnant parfaitement les scènes comiques. Encore aujourd'hui, cette bande originale est considérée comme l'une des plus marquantes de sa carrière. Après avoir finalisé la production, Maman j'ai raté l'avion sort aux États-Unis le 16 novembre 1990. Et dès son premier week-end en salle, le film connaît un démarrage spectaculaire, devenant rapidement un succès inattendu. Personne ne s'attendait à un tel phénomène, mais l'enthousiasme du public et le bouche à oreille propulsent les recettes du film. Le long métrage reste en tête du box-office américain pendant 12 semaines consécutives, une performance exceptionnelle. Il continue de cartonner pendant des mois, surtout durant la période de Noël, atteignant un box-office mondial impressionnant de 476 millions de dollars. À cette époque, il devient le film familial le plus rentable de tous les temps. Les critiques américaines sont globalement très positives, saluant l'humour et la performance touchante de Macaulay Culkin, qui devient une véritable star du jour au lendemain. Le Chicago Sun-Times vante la capacité du film à capturer l'esprit de Noël tout en restant hilarant, tandis que le New York Times loue l'ingéniosité des pièges et la façon dont le film combine comédie et action. Cependant, tout le monde n'a pas été conquis par cette comédie familiale. Certaines critiques en Europe, notamment en France, ont été plus mitigées. Par exemple, Le Monde trouve que le film se repose trop sur les clichés de l'enfant roi, transformant une comédie en une succession de gags faciles, tandis que les cahiers du cinéma considèrent que le film s'épuise dans une mécanique trop prévisible et peine à offrir une véritable profondeur émotionnelle. Mais ce n'est pas grave, malgré ça, Maman j'ai raté l'avion est devenu un classique intemporel des fêtes de fin d'année. Et ça, c'est bien évidemment grâce à la performance incroyable de Macaulay Culkin, qui a seulement 10 ans, porte presque tout le film sur ses épaules, mais aussi grâce à l'humour du film, largement basé sur des gags visuels rappelant instantanément les dessins animés comme Tom et Jerry. En effet, tout comme le célèbre duo, Kevin McAllister et les deux cambrioleurs évoluent dans un jeu de chasse-piège qui se balance entre la comédie burlesque et le slapstick. À l'image des poursuites effrénées entre Tom et Jerry, les interactions entre Kevin et les deux bandits reposent sur un enchaînement ininterrompu de gags physiques.
Les cambrioleurs sont soumis à des blessures absurdes et exagérées. Et malgré les coups, les personnages se relèvent toujours pour en prendre davantage. Ce côté slapstick est renforcé par la mise en scène très chorégraphiée de Chris Columbus qui joue sur le timing. Le public devient alors complice de cette malice enfantine, attendant avec impatience le prochain piège que Kevin va déployer. Le succès phénoménal du film, tant auprès des spectateurs que des critiques, a immédiatement poussé les producteurs à lancer une suite, Maman, j'ai encore raté l'avion, où cette fois-ci, les McAllister décident de partir en vacances en Floride, mais à l'aéroport, Kevin prend par erreur un vol pour New York. Seul dans la Grande Pomme, il parvient à réserver une chambre dans un hôtel de luxe grâce à la carte de crédit de son père et profite de la ville à sa manière. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Kevin découvre que les cambrioleurs qu'il avait affrontés dans le premier film se sont évadés de prison et sont eux aussi à New York. Oh ben ça tombe bien alors. Les deux méchants prévoient de cambrioler un grand magasin de jouets à la veille de Noël. Kevin décide alors d'utiliser ses talents pour préparer une nouvelle série de pièges ingénieux afin de contrecarrer leur plan. Avec des situations toujours aussi drôles et des pièges encore plus inventifs, cette suite reprend totalement la formule du premier, tout en offrant une aventure inédite à Kevin, cette fois au cœur de Manhattan. C'est en mai 1991 que Macaulay Culkin négocie un cachet impressionnant de 4,5 millions de dollars, plus 5% des recettes du film pour reprendre son rôle. À titre de comparaison, il avait touché 110 000 dollars pour le premier film. Le budget de production de ce deuxième opus s'élève à 28 millions de dollars. Le tournage a eu lieu du 9 décembre 1991 au 1er mai 1992, soit sur une période de 144 jours. Selon Chris Columbus, Donald Trump, alors propriétaire du Plaza Hotel, a permis à l'équipe de filmer dans le hall de l'hôtel ainsi que dans l'une de ses suites. Mais en échange, Trump a demandé à apparaître brièvement dans le film, en plus du cachet standard accordé aux productions cinématographiques pour l'utilisation des lieux. Excusez-moi, où est la réception? Au bout du hall et à gauche. Merci. Sortie aux États-Unis le 20 novembre 1992, cette suite a bénéficié d'une immense attente de la part du public, ce qui lui a permis de réaliser un excellent démarrage. Dès son premier week-end, le film récolte plus de 31 millions de dollars. Le box-office mondial a atteint finalement les 359 millions, un chiffre impressionnant, bien que légèrement inférieur aux 476 générés par le premier. En ce qui concerne la réception critique, Roger Ebert par exemple a regretté l'absence de surprise, qualifiant cette suite de remake paresseux tout en admettant que certaines scènes restaient hilarantes pour le jeune public. En France, la presse a également été divisée. Même si, effectivement, nous sommes clairement face à une copie du premier film, il est difficile de ne pas se laisser emporter par cette suite. Alors oui, Kevin se retrouve à nouveau seul, les cambrioleurs reviennent, et on assiste à de nouveaux pièges, blablabla, on connaît la recette. Mais au lieu d'en souffrir, cette redite fonctionne étonnamment bien. Après tout, ce que le public attendait, c'était précisément de revivre cette magie, et sur ce point, le film est une réussite. Les séquences à l'hôtel avec des personnages excentriques comme le concierge interprété par Tim Curry apportent également une fraîcheur inattendue. Il y a une énergie unique dans ces nouvelles situations, et c'est peut-être pour cela que, bizarrement, je trouve ce deuxième volet légèrement supérieur sans vraiment pouvoir l'expliquer. Ce qui est certain, c'est que j'ai pris beaucoup de plaisir à revoir tous les personnages. Bref, après ce deuxième gros succès, un troisième opus est évidemment prévu, avec cette fois-ci Kevin en tant qu'adolescent. Mais l'idée a dû être retravaillée, car le comédien avait décidé de prendre une pause. C'est donc un tout nouveau personnage, Alex, qui va défendre sa maison dans Maman, je m'occupe des méchants, sorti en 1997. Avec un budget de 32 millions de dollars, le film n'en rapportera que 79. À partir de là, plus aucun nouvel opus ne connaîtra la sortie ciné. C'est donc en 2002 qu'ABC diffuse l'horrible Maman, je suis seul contre tous. Et ce n'est pas fini. En 2012, un cinquième volet intitulé Maman, la maison est hantée sort également. Et enfin, un Maman, j'ai raté l'avion, ça recommence sort sur Disney+ en 2021. Et c'est même pas la peine de parler de la qualité de ces films, hein. On va en rester là.
Lors d'une interview, Catherine O'Hara s'est souvenue d'une rencontre touchante avec un enfant dans un centre commercial. L'enfant, qui devait avoir environ 8 ans, l'a immédiatement reconnu et lui a posé une question aussi surprenante que sincère. « Pourquoi as-tu abandonné Kevin ?» L'actrice, très amusée, a gentiment expliqué que ce n'était qu'un rôle dans un film et que l'abandon faisait partie du scénario. Mais l'enfant ne s'est pas laissé convaincre si facilement. Il a insisté en lui rappelant qu'elle avait laissé Kevin seul non pas une, mais 2 fois. Avec son humour habituel, O'Hara a confirmé les faits. John Candy n'a été payé que 414 $ pour son rôle. Ami de John Hughes, il a accepté de tourner ses scènes en une seule journée pour un salaire minimal en improvisant la plupart de ses dialogues. Lorsque Kevin hurle devant le miroir, il n'était pas censé rester dans cette position avec les mains sur ses joues. Pourtant, cette image deviendra finalement l'affiche du film. Catherine O'Hara a gardé un souvenir particulier du film. Elle a encore la fausse dent cassée que Joe Pesci portait dans le film après que l'acteur lui en a fait cadeau. Avec un salaire à plus de 4 millions de $, Macaulay Culkin est devenu l'acteur enfant le mieux payé. Et ça, sans compter ce qu'il a touché avec les recettes. Les décorations de Noël à New York ont été exagérées pour le film. Bien que New York soit déjà bien décoré à Noël, l'équipe de tournage a ajouté encore plus de guirlandes et de lumière pour renforcer l'ambiance festive. La scène de la chatière a été improvisée. Chris Columbus a souvent remplacé Macaulay Culkin pendant le tournage. Le jeune garçon s'arrêtait à 22 h chaque soir, et le réalisateur reprenait ses dialogues hors champ pour aider les autres acteurs. Lors de la séquence où Harry prend feu, l'acteur a souffert de brûlures au sommet de sa tête. Joe Pesci a mentionné qu'en plus de cette blessure, il a accumulé des bosses, des bleus et des douleurs physiques souvent inévitables dans ce type de comédie où l'humour repose beaucoup sur des gags visuels et des cascades. Et voilà, c'est tout pour Maman j'ai raté l'avion. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve très vite pour de nouvelles rétrospectives. En attendant, n'oubliez pas de commenter, liker et à vous abonner.